tout se passe bien en soi. C'est le paradis. On ne paye rien, on a la nourriture gratuitement, on est finalement, d'une certaine manière, dans une colonie de vacances, dans un palais de marbre. La maison de la monnaie, ça a quand même de la gueule comme mon palace. Mais non, ce qu'on oublie avant tout, c'est qu'ils sont oppressés. Ce que l'on oublie avant tout, c'est que eux, peut-être, n'ont rien demandé. Peut-être que les braqueurs sont des combattants de la liberté. Mais est-ce vraiment être un combattant de la liberté que de vouloir s'approprier la sienne en privant les autres de la leur? On dit que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Une règle essentielle que n'ont pas compris ces braqueurs et qui les mènera à commettre un acte qui, oui je le dis, viole le bon sens humain, viole l'humanité, nous rabaisse à l'état de bêtes et finalement est un pied de nez aux institutions et à ce qui nous permet de survivre en société. Je vous remercie. Il me semble que si vous étiez à la place des otages, qui ont donc une liberté restreinte puisque la moitié, même plus du 3/4 doit finir en prison, dans une cellule toute petite où les besoins vitaux sont restreints également, que feriez-vous à leur place? Ne voudriez-vous pas gagner de la liberté et élargir votre propre liberté? C'est individualiste, oui, certes, mais l'homme, au fond de nous, n'est-il pas un petit peu individualiste? Avant de penser aux autres, certes, l'homme est égoïste. Il pense à lui. Il est vrai. Mais leur quête de liberté est, je dirais même, légitime. Ils ne souhaitent que s'évader de cette prison, que s'évader de leur vie misérable, que de s'évader de leur destinée, qui est même menottée. Alors oui, il est vrai, vous pouvez dire, il me semble, que vous utilisez le mot de tendresse. J'ai utilisé, moi, le mot de désir. Il me semble que la tendresse serait rapporter un des deux parties à un côté peut-être infantile. Considérez-vous donc que les otages sont les enfants face aux braqueurs qui sont eux des dits parents? N'ont-ils pas résolu des conflits? N'ont-ils pas résolu des histoires d'amour? N'ont-ils pas évité un avortement? Ils n'ont peut-être pas le rôle de parents, mais bien de protecteurs, un rôle fraternel. Et s'ils utilisent tous la même combinaison rouge, n'est-ce pas pour instaurer un certain pied d'égalité, où ils seraient tous au même rang? Pour ma part, il est vrai, leur acte est pour moi impensable, certes. Mais n'est-il pas légitime? Lorsque vous n'avez plus rien à perdre, que vous n'avez plus rien à donner, mais seulement tout à gagner, que faites-vous? Vous continuez de creuser? Non, eux ce soir ont décidé de s'élever. Merci. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que cette affaire s'apparente au fonctionnement d'une secte, le groupe des criminels? Est-ce qu'on peut le dire? Je serais d'avis pour rejoindre votre déclaration, monsieur le procureur honoraire, parce que qu'est-ce qui caractérise une secte finalement? Une secte est caractérisée par la présence d'un gourou, un homme qui détient le pouvoir, peut-être qu'il promet quelque chose de suprême, la liberté, le bonheur, l'amour, je ne sais quoi. En l'occurrence, Berlin promet une chose aux otages, c'est d'un côté la liberté et de l'autre côté l'enrichissement. Bien sûr, au prix de certaines douleurs. On trouve dans la manière de se comporter de cet homme quelque chose qui est propre au gourou, celui de vouloir cultiver l'attention de la foule. Lorsque le chef d'une secte décide de créer justement son groupe et décide d'être rejoint par des adeptes, il va rechercher la reconnaissance, il va rechercher l'amour, l'adoration, l'adulation de ses adeptes. Ici, ce n'est pas par un schéma qui est considéré de bienveillant qu'il arrive à s'attirer les bonnes grâces, en quelque sorte, de ses otages. Non, c'est par la terreur. Il s'agit ici, contrairement à ce que l'on a affirmé tout à l'heure, d'une certaine manière à une infantilisation des otages. Justement, la fille de l'ambassadeur est appelée le petit mouton. Ensuite, ils savent très bien qu'ils ne peuvent commettre certains actes
car la fessée qu'on leur promet est bien plus importante que n'importe laquelle que l'on aurait pu subir lorsqu'on était jeune. Ici, il ne s'agit que d'une seule chose, c'est de perdre la vie. Ainsi, 3 caractéristiques sont propres à une secte: la présence d'un gourou, la soumission des membres de cette secte et la difficulté, quasi l'impossibilité de se sortir de ce monopole. J'aurais une deuxième question à poser. Oui, allez-y. Vous parlez de secte. Pour moi, ce terme a une connotation péjorative. Mais une secte est, nous sommes bien d'accord, érigée par une personne humaine. Or, qu'est-ce qui motive les braqueurs et même les otages lorsqu'ils font le choix? N'est-ce pas l'argent? Donc, selon vous, l'argent serait le gourou. Mais n'est-il pas une personne humaine avant tout, ce fameux gourou? Alors pour moi, ce n'est pas une secte, puisque les braqueurs, étant des personnes inconnues, de prime abord, sont devenus des amis. Mais des amis non influencés et non pervertis par leurs sentiments. De véritables amis. À la fin, nous verrons même que certains décidèrent de se marier entre otages et braqueurs. L'inspectrice décida de tester les sentiments du professeur à travers le détecteur de mensonges. A-t-il menti sur ses sentiments en face du détecteur de mensonges? Il ne me semble pas. Donc pour moi, ce n'est pas une secte, mais bien un groupe d'amis au niveau des braqueurs qui ont certes compromis la vie des otages et qui ne l'ont pas anéanti. Je vous remercie. Si ce n'est pas une secte, n'est-ce pas une association de malfaiteurs au sens du code pénal? Si, bien sûr. Je n'ai à aucun moment dit que leur acte n'était pas réprimandable par la loi. Il est vrai. Mais avant tout, ils sont humains. Et pour moi, leur volonté de voler cet argent est légitime. Leur but est motivé par leur désir, par leurs envies, par leur envie de se sortir de cette situation. Est-ce un crime de vouloir se sortir de là? Est-ce un crime de vouloir viser plus haut? Une personne m'a dit qu'il fallait viser la lune pour atterrir sur la terre. Ne l'ont-ils pas fait à travers ce braquage? J'aimerais réagir à certains propos que vous avez tenus. Tout d'abord, cette envie de se sortir de ce trou, de cette infamie dans laquelle ils sont plongés, de leurs conditions multirécidivistes. Pour l'un, fils des toxicomanes, le père lui-même braqueur se retrouve condamné à plusieurs reprises pour des peines extrêmement longues. Mais n'y a-t-il pas une autre manière de s'en sortir que par l'illégalité? N'y a-t-il pas une autre manière de se racheter? N'y a-t-il pas une autre manière de se rehausser à une condition supérieure à celle d'une sorte d'animal où finalement on serait guidé que par une chose, son intérêt personnel, son enrichissement, et ce, peu importe les conséquences? Oui, en effet, le professeur va tomber amoureux de l'inspectrice en charge de cette affaire. Oui, l'inspectrice va également tomber amoureuse. Mais n'assistons-t-on pas là à une forme d'amour qui est pervertie? Car le véritable amour n'est-il pas de voir l'être que l'on aime et de le tirer vers le haut? Au contraire, le professeur tire l'inspectrice Raquel Murillo bien plus bas que nous ne pourrions l'imaginer. Elle qui est censée représenter la loi, elle qui est censée représenter l'État, la violence légitime de l'État, elle se retrouve elle-même complice des braqueurs. Elle se retrouve finalement de chat à souris, mais une souris qui connaîtrait les schémas de ce chat et qui finirait par se dire « mais finalement, à quoi bon ? Et si je me laissais porter par une sorte de confort, une sorte de désir de, bien sûr, c'est toujours sympa de franchir la légalité, bien sûr, c'est toujours sympa de tenter de flirter avec les limites. Mais à partir du moment où on met en danger la vie d'autrui, à partir du moment où l'on se met à conspirer, à partir du moment où l'on se met en tête de s'insurger contre un État qui est là, qui est loin d'être oppresseur, qui n'est pas celui de l'argent, comme vous l'avez dit, l'argent étant un moyen pour l'État de faire parvenir les transactions commerciales, marchandes, etc., etc.
Là, finalement, une seule chose ressort de l'acte de ces braqueurs, c'est leur intérêt personnel, et ce, peu importe la casse. Ils sont donc semblables à ce que cet homme disait, « L'homme est un loup pour l'homme », ou nous pourrions rapprocher cette citation d'Aristote, « L'homme est fait pour vivre en société. Celui qui ne vit pas en société est soit un dieu, soit une bête. » Là, en société, on décide de se conforter à certaines règles, qu'elles soient écrites ou implicites. On ne va pas subitement se mettre à arracher ses vêtements en pleine salle sous prétexte qu'on aurait trop chaud ou qu'on n'est pas à l'aise. Non. Parce qu'on choisit de vivre en groupe, on va décider de se conforter à certaines règles. De ce fait, leur action est à la fois illégale, ils enfreignent la loi, mais elle est illégitime puisqu'ils rompent un pacte qui est établi entre tous les hommes. Vous dites que le professeur a perverti l'inspectrice, mais avant qu'elle ne tombe amoureuse de lui, n'a-t-elle pas menti en disant des propos faux sur Berlin pour salir l'image des braqueurs? Et pourtant, elle n'était sous l'emprise d'aucun sentiment. Elle était, elle, face à sa seule conscience. La police aussi commet des erreurs. Oui. Les braqueurs aussi. Oui. Mais est-ce véritablement la vraie raison que de se cacher derrière de faux sentiments qui n'étaient même pas encore là pour légitimer son action? Il ne me semble pas. Mais merci à tous les deux. Je vais vous poser une question qui s'éloigne un petit peu de la série, encore pas tant que ça, parce que je pense que c'est le type de question auquel vous allez répondre tout au long de votre vie professionnelle. Est-ce que voler un voleur, c'est vraiment voler? Est-ce que voler un voleur, c'est vraiment voler? Tout d'abord, dans l'histoire, qui est le voleur? Est-ce l'État dont vous parlez ou des braqueurs? Est-ce que voler un voleur, c'est voler? Ce raisonnement se déroule en deux temps. Une première action, un individu se fait dérober un bien ou un service par un homme. Un autre kidam va décider de s'approprier ce bien. Nous nous retrouvons donc en présence d'une sorte de quelle conscience? Est-ce que finalement, voler à un homme ce qui ne lui appartient pas, est-ce que ce serait vraiment voler, puisque ce bien ne lui appartient pas? De ce fait, ce que je dérobe, je ne dérobe pas vraiment au voleur, je le dérobe à l'autre personne. Mais écartons-nous un instant des lois, écartons-nous un instant du droit des contrats. Il n'y a pas eu de donation de quelque manière que ce soit. Mais le voleur, en s'appropriant ce bien, ne s'en approprie-t-il pas la propriété également? Ne possède-t-il pas la jouissance exclusive de cette chose qu'il a volée? Ainsi, le voleur qui arrive en second temps s'approprie à son tour pour finalement garder la jouissance exclusive de ce bien ou de ce service. Bien sûr que voler un voleur, c'est vraiment voler. Bien sûr. Et voler l'État, encore une fois, si tout le monde se met à faire de même, je n'ose imaginer ce qui va passer demain. Voler un voleur est-il volé? Pour ma part, il me semble qu'à partir du moment où il y a un volé qui, c'est volé. Peu importe qui se cache derrière le qui, voleur, innocent, criminel, victime ou pas, cela reste volé. On m'a toujours dit depuis mon tendre jeune âge